Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'appareil hybride photo-vidéo probablement le plus attendu de 2020, celui qui a fait couler le plus d'encre aussi. Alors, hormis si vous avez passé l'année dernière dans une grotte ou alors dans un bunker de survivalistes, ce qui à la limite fait sens vu les conditions, et à cette occasion je tiens à vous féliciter car pour la première fois de votre vie on ne se moque pas de vous. Quoi qu'il en soit, vous aurez peut-être compris que je vais vous parler de l'appareil photo, l'un des deux derniers nés de chez Canon, le EOS R5, un appareil photo vidéo capable de prendre jusqu'à 12 ou 20 photos en rafale et filmer en 8K en RAW à l'interne. Je m'appelle Cédric, bienvenue, c'est parti. Avant de débuter, je tiens à faire une petite mise au point. Cette vidéo a été réalisée avec l'accord de la marque Canon, étant en possession du boîtier du R5 donc depuis quelques mois. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord d'exprimer mon opinion face caméra. Néanmoins, et si j'ai accepté avec enthousiasme de faire cette vidéo, je tiens à vous rassurer pleinement, c'est moi qui suis aux commandes de la vidéo et de son contenu, et si j'ai envie d'insérer des images subliminales de ma grand-mère qui fait un dab ou qui vous dit tout le bien qu'elle pense de TikTok, j'ai la liberté de le faire. Mise au point importante donc. Voilà, après cette petite mise au point, il ne me reste donc plus qu'à me présenter sous forme d'un petit portrait rétrospectif de mon activité appareil au point. Je suis donc né au début des années 80 ou 80 pour nos amis français et belges, et j'ai terminé mon cursus scolaire obligatoire à la fin des années 90. Et lorsque je me suis retrouvé confronté à l'orientateur scolaire et qu'il m'énumérait les options exhaustives qui m'attendaient entre employé de commerce et électricien, j'ai suscité son embarras lorsque je lui ai mentionné le fait que je souhaitais travailler dans un domaine créatif, notamment celui de la vidéo, pourquoi pas du cinéma en étant complètement présomptueux. Après la fameuse rengaine durant laquelle il m'a proposé de commencer par me trouver un vrai travail, je me suis donc rabattu sur le métier de graphiste. Il est vrai qu'aujourd'hui, rétrospectivement, et près de 20 ans après, si je ne suis pas complètement abattu à l'idée de ce choix, c'est sans doute parce que même si j'ai dû envisager dans un deuxième temps l'apprentissage de l'audiovisuel en autodidacte, sans doute comme bon nombre d'entre vous, j'ai néanmoins un bagage solide dans tout ce qui se rapporte à la retouche d'image et au compositing notamment. Mon entrée dans le monde de la photo s'effectue en douceur au début des années 2000 avec un appareil d'une marque concurrente, pour ne pas le citer, le F50. J'estimais avoir cette chance de commencer à une période où on estimait encore important de penser à l'image que l'on allait prendre à l'avance avant de sortir son appareil et de mitrailler tout simplement. Néanmoins, et pour les plus jeunes d'entre vous à qui la mention de pellicule ne signifie strictement rien, disons que ça ne ressemblait pas forcément à ça. Mais plutôt à quelque chose comme ça. Armé de ma caméra H8, je faisais mes premières armes et mes premiers essais de fiction. Ces images ont plus de 20 ans, j'en avais 16 à l'époque, et la ferme intention de concurrencer les gros studios de production. Puis au milieu des années 2000, la découverte du numérique avec le premier boîtier entrée de gamme et très vite cet attachement pour le monde du sauvage avec mes premiers essais animaliers, même si tout cela n'était pas forcément très concluant. Plus ou moins dans le même temps, je découvrais également le monde de la vidéo professionnelle avec cette première caméra pro, à l'époque 4 DV, sur laquelle on venait greffer avec un adaptateur une lentille anamorphique pour se donner l'impression qu'on faisait autre chose que de la télévision. Puis vint cette véritable révolution lorsque Canon emboîta le pas de son voisin à la marque jaune à la fin de l'été 2008 en intégrant des fonctionnalités vidéo dans un boîtier DSLR. Mais si sur le boîtier D90 des concurrents cela faisait avant tout office de gadget, Canon intègre lui des fonctionnalités Full HD dans son 5D Mark II, ce qui permet à tout un chacun et au plus petit budget d'envisager des images d'une qualité vidéo jusqu'alors absolument inimaginable. Depuis lors, je suis passé majoritairement sur des appareils de la marque Canon et j'ai eu la chance d'en éprouver un certain nombre en tant en photo qu'en vidéo.
Après le 5D Mark II vint évidemment le Mark III, puis le 5DS, monstre de résolution que j'ai utilisé essentiellement pour des raisons professionnelles au sein de mon agence sur des mandats divers et variés. Puis évidemment vient le 5D Mark IV, et entre-temps Canon continuait d'innover en intégrant pour la première fois dans un boîtier DSLR des capacité d'enregistrement vidéo en 4K avec le fantastique Canon 1DC. Un appareil avec lequel nous avons réalisé en 2015 notre premier documentaire long métrage, Objectif Sauvage, qui est sorti à l'époque en salle de cinéma et qui révolutionnait quand même encore une fois le monde de la vidéo à un niveau amateur, puisque dans un appareil photo relativement compact, j'ai envie de dire, on pouvait désormais réaliser des images 4K en log d'une grande qualité. Par ailleurs, et je vais certainement faire sourire certains d'entre vous, mais s'il y a bien quelque chose que j'apprécie toujours autant avec Canon depuis les années, c'est cette volonté d'innover constamment. Alors je sais qu'on ne s'en rend plus forcément compte, parce que la concurrence aussi propose des produits hautement innovants. Néanmoins, on constatera que le premier appareil à intégrer de la vidéo Full HD est un Canon, avec le 5D Mark II. Le premier écran tactile sur un DSLR est le 650D. On leur doit également le Dual Pixel Autofocus en mode vidéo, avec le 70D à l'époque. Le premier à intégrer de la 4K, c'est donc le 1DC. Le premier à tenter l'approche du Dual Pixel RAW en photo, c'est le 5D Mark IV. Puis vient le premier boîtier à proposer de la 4K 60 images secondes, en plus d'intégrer un autofocus ultra performant en vidéo. Début 2016, c'est le 1DX Mark II. Bref, on a un peu tendance à le perdre de vue, mais Canon a souvent fait office de pionnier. C'est à relever. J'ai donc été parmi l'un des tout premiers à basculer une partie de mon matériel en mirrorless chez Canon avec l'achat dès sa sortie du Canon EOS R. Un appareil compact, très agréable à travailler, qui intègre la majorité des fonctions du 5D Mark IV. Également directement à sa sortie, je me suis procuré le Canon EOS RP, si ma mémoire est bonne, à l'époque le plus petit mirrorless full frame au monde, qui affichait des capacités photo et vidéo absolument bluffantes pour un prix qui restait très concurrentiel. J'ai eu le loisir de réaliser un petit test terrain au Japon lors de sa sortie pour Canon Suisse, et l'idée était de voir comment il se comportait à ce niveau. Et c'était vraiment étonnant. Ça m'a donc inspiré certaines conférences que j'ai tenues pour la marque dans l'enchaînement, et durant lesquelles j'essayais de mettre les gens face à la réalité du moment, à savoir qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'investir dans le dernier boîtier haut de gamme d'un fabricant si on n'en avait pas absolument l'utilité. Cette espèce de specs war, cette guerre des spécifications qui se livre actuellement essentiellement sur les réseaux sociaux afin de savoir quel appareil a la meilleure plage dynamique, la meilleure résolution, les meilleures capacités vidéo, etc., etc. Vous n'avez pas pu y échapper. Et cela me donne une transition toute trouvée pour vous parler enfin du R5 et de pourquoi j'estime que cet appareil est absolument parfait pour mon utilisation, aussi bien à titre privé que professionnel. Donc pour moi, le premier facteur décisif pour ce R5, c'est ce véritable appareil hybride. Si je ne devais garder qu'un seul argument en faveur de cette machine, c'est cette grande polyvalence. Le R5 fait absolument tout, et fait tout bien, voire très bien. Au niveau du studio, l'argument principal, c'est évidemment la résolution. 45 mégapixels, on est presque au niveau du 5DS. Mais si on lâche 5 mégapixels, ils sont largement compensés par les autres arguments du boîtier. On peut parler par exemple de ses capacités basse lumière qui sont franchement remarquables, notamment si on pense que c'est une grande résolution. On sait que grande résolution et basse lumière, ça ne fait pas forcément toujours bon ménage. Néanmoins, et même en poussant les ISO jusqu'à un seuil relativement élevé, notons 8000 ISO par exemple, j'ai trouvé le bruit quand même largement contrôlé. Un autre exemple ici avec ce shooting terrain dans une fonderie, des conditions de lumière compliquées, une petite série test à main levée que j'ai réalisée uniquement pour voir comment l'appareil allait gérer ces clairs-obscurs qui sont quand même toujours délicats. On ne cherche pas l'esthétisme dans ces photos, n'est-ce pas? Elles ont juste valeur de test. On remarque que jusqu'à 8000 ISO, la photo passe encore vraiment très bien. Puis au-delà des 20 000, ça se complique tout de même un peu. On constate même que la photo de 40 000 ISO est sans doute un peu meilleure que celle à 32 000 ISO. Dans tous les cas, je sais que ma limite à moi sur le terrain se situera autour des 8000 ISO, ce qui est déjà énorme. Après, si vous deviez venir à photographier en pleine nuit, disons, l'amant de votre femme qui court se cacher dans les fourrés à moitié nu, vous pourriez monter à 40 000 ISO sans problème. Le résultat de vos photos vous permettrait de confronter tout ce petit monde au moment du règlement de compte. Donc pour revenir sur l'utilisation de manière générale du R5 dans le cadre d'un studio photo, globalement la définition des images que j'ai obtenues est juste superbe, vraiment. Je me sens confortable pour réaliser des photos de produits en haute qualité, aucun problème. Après, j'ai aussi le loisir de pouvoir combiner l'appareil avec certains des meilleurs cailloux de la marque. On sait que Canon produit des objectifs fabuleux et depuis longtemps.
Mais avec l'arrivée de la monture R, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à nous. Canon a par ailleurs déjà mis à l'œuvre ses possibilités d'avancement technologique, notamment avec l'exceptionnel 28-70 à ouverture constante f2, un objectif ahurissant qui égale sans souci les focales fixes prime avec lesquelles j'ai pu travailler ces dernières années. Aujourd'hui, on parle de sortie éventuelle d'objectifs zoom grand angle totalement inédits, comme ce 13-21 à 2.8 constant, mais surtout cet objectif 14-21 à ouverture constante de 1.4 que Canon a fait breveter l'année passée et dont on attend évidemment les premiers prototypes. Il paraîtrait même qu'ils sont déjà sur le terrain auprès de quelques chanceux. On se réjouit d'avance. Du coup, la combinaison de ce R5 avec cet objectif 28-70 à ouverture 2 constante produit des images inédites avec un look and feel, si vous permettez cet anglicisme un peu agaçant, tout à fait remarquable. Alors oui, cet objectif est gros, il est lourd, il n'est pas stabilisé, il est cher, voire très cher, mais néanmoins, si vous mettez dans la balance qu'il peut à lui seul remplacer plusieurs objectifs prime, je pense que le jeu en vaut très largement la chandelle. Alors il y a une autre fonction intégrée dans le R5 qui est extrêmement intéressante lorsque l'on fait de la photo studio. C'est le focus stacking. Alors en soi, cette technique n'est pas franchement nouvelle, ça fait des années qu'elle est là. Néanmoins, ce qui est nouveau avec le R5, c'est qu'il y a un outil intégré directement qui permet de paramétrer tout cela et d'enclencher une série de photos qui va être calculée automatiquement dans l'appareil. On peut donc rentrer le nombre de photos à prendre pour réaliser le stacking de 2 à 999. Je vous mets en garde, si vous avez l'habitude de travailler en RAW, évitez de faire un stacking sur 999 images. Votre ordinateur et votre workflow vous en remerciera. Par exemple, pour cet objet réalisé en studio, j'ai choisi de le faire sur 10 images et sur une profondeur extrêmement réduite. Mais en extérieur, par exemple, pour un paysage, j'aurais tout à fait pu imaginer de prendre 50 ou 100 images avec la distance focale de la plus proche à la plus élevée, voire jusqu'à l'infini. Quoi qu'il en soit, une fois les champs sélectionnés, on confirme nos choix, ne reste plus qu'à lancer la première photo et l'appareil se charge de réaliser les images tout seul. La prochaine étape consiste certainement à calculer le rendu de l'image directement à l'intérieur du boîtier, si des ingénieurs de Canon Japon nous écoutent actuellement. Bref, on passe donc nos images dans un logiciel pour le traitement et l'assemblage, et voilà le résultat. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette option dans le cadre du studio et pas en extérieur? C'est très simple. Cette technique vous permet de réaliser simplement des images d'une netteté incomparable et d'un piqué juste parfait. Comme vous pouvez le constater sur cette première image, la netteté sur l'objet semble bonne, le piqué est correct, mais lorsque l'on applique un focus stacking, là on parle de 10 images combinées, vous allez apprécier la différence. Voilà, avant, après. Vous pouvez voir comme moi que l'image est devenue juste encore un bon cran plus net, bénéficie d'un meilleur piqué sur l'ensemble du cadrage. Donc le vrai plus du R5 à ce niveau consiste à intégrer un outil qui facilite le process de travail directement dans le boîtier. Cette versatilité, ces fonctions améliorées, c'est tout ce dont on a besoin lorsque l'on utilise un appareil dans un cadre professionnel. L'idée, c'est d'être plus efficace, de pouvoir gagner du temps et de pouvoir compter sur un matériel fiable en tout temps. C'est un détail sur lequel je vois souvent certains confrères ne pas porter suffisamment d'attention dans cette course à la spécification et aux nouvelles technologies. On a tendance à ne pas considérer suffisamment la résistance des appareils aux éléments. En ce qui me concerne, j'éprouve les boîtiers dans tous les types de situations. Par moins 20 degrés dans la neige, dans des conditions extrêmes d'un point de vue humidité, comme dans la jungle par exemple, lorsqu'on atteint les 90% et plus d'humidité ambiante. Il va aussi être confronté à la pluie, à la poussière, le sable dans le désert. Il n'est pas impossible qu'il prenne un coup une fois, ou pire, même qu'il tombe par terre, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé. Je sais que je vais pouvoir compter sur le R5 dans absolument toutes les situations que je viens de décrire, car le boîtier est tropicalisé, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres modèles. Tropicalisé, on entend par là que le boîtier représente des facteurs d'étanchéité à l'eau, par exemple, au-dessus de la moyenne. C'est un facteur vraiment déterminant en ce qui me concerne. Mais lorsque je parle de pouvoir compter sur du matériel, cela va bien au-delà de la robustesse physique, évidemment. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de missions portraits dans tout un tas de situations lors desquelles j'ai pu me familiariser avec le R5, apprendre à le voir réagir dans ce créneau particulier. Ce sont souvent des missions durant lesquelles il faut savoir faire preuve d'anticipation et de beaucoup de flexibilité. Lorsqu'on travaille avec des modèles qui ne sont pas professionnels, il faut savoir s'adapter et réagir rapidement. On n'est jamais à l'abri d'imprévus, de conditions ou de situations qui ne sont pas optimales, particulièrement en ce qui concerne la lumière. C'est typiquement ce qui s'est passé dans cette mission, durant laquelle on m'a demandé de réaliser des portraits individuels des lauréats
lorsqu'ils avaient reçu leur prix. Puis soudain est venue l'idée de réaliser un cliché de l'ensemble des lauréats, ce qui n'était pas prévu. Avec les directives sanitaires en vigueur, on voulait éviter de les voir côte à côte, ne pas respecter de manière flagrante les distances. Du coup, on a eu l'idée de les mettre sur cette plateforme et de jouer avec la profondeur afin de les décaler au maximum. Là tout de suite, je sais que c'est pas optimal comme manière de procéder. Déjà, je peux pas descendre en dessous d'une vitesse spécifique, étant donné que je suis à main levée, pour éviter les flous de mouvement. On reviendra sur ce point plus particulier un peu plus tard dans la vidéo, car le R5 fait malgré tout preuve d'un atout absolument inestimable à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, je dois fermer mon diaph afin de faire en sorte que l'ensemble des lauréats soit net. Si je l'avais trop ouvert, il y a fort à parier que certains d'entre eux auraient été flous. Donc là, on combine deux éléments qui n'aident pas en termes de basse lumière, c'est-à-dire qu'on ferme le diaph et on augmente la vitesse. Comme la salle n'est pas spécialement bien illuminée, je me retrouve dans une situation où je dois monter en ISO. Alors comme on l'a vu précédemment, le R5 gère relativement bien. À ce moment-là, je n'ai pas encore réalisé tous ces tests, je suis encore dans une courbe d'apprentissage de l'appareil, je n'ai pas conscience et je n'ose pas forcément monter trop haut dans les ISO. Alors pendant que je réalise tous mes réglages, je me rends compte que les modèles commencent à s'impatienter, tout cela est très long et je suis en train de perdre un petit peu le contrôle. C'est mon professionnalisme même en tant que photographe qui est mis à rude épreuve à ce moment-là. C'est des situations dans lesquelles on n'aime pas se retrouver et il faut pouvoir réagir vite et bien. C'est toujours dans ce genre de moment-là, un peu stressant, qu'on commet l'irréparable, qu'on fait une boulette, un mauvais réglage et qu'on foire une photo. Je regarde donc mon écran, je sais que j'ai foiré, je regarde les modèles et mon client, je leur fais un grand sourire et je leur dis « c'est nickel, félicitations à tous et bonne soirée ». Et là je prie vraiment au fond de moi pour que finalement le R5 ait une plage dynamique suffisante, en basse lumière notamment, pour me permettre d'aller sauver ce cliché en post-prod. Alors de manière très schématisée, la plage dynamique, disons que l'appareil va calculer les lumières, haute lumière, voire très haute lumière et basse lumière, très basse lumière, les ombres, haute lumière les blonds, basse lumière les ombres, vous aurez donc compris, et de pouvoir permettre d'enregistrer un maximum d'informations des deux côtés, du très clair au très foncé, et de pouvoir restituer tout ça en post-prod par la suite avec un logiciel de retouche d'image. Alors j'attire votre attention et cette remarque est valable pour toute la vidéo. Je n'ai pas prétention ici à réaliser des tests qui ont valeur scientifique. En ce qui me concerne, et pour ma part, je pense que c'est ce qui est pertinent. Je cherche à savoir ce que peut m'amener un appareil dans la réalité du terrain. Pour revenir au cliché qui nous intéresse, par expérience, je sais que je vais mettre l'appareil à très rude épreuve. Alors je ne m'attends pas forcément à des miracles, mais j'ai un peu d'espoir. Et voici le résultat de ma récupération de nuances une fois terminée. Voici la photo de base, la photo retouchée. Alors honnêtement, j'ai été totalement bluffé parce que j'ai réussi à récupérer dans les basses lumières. On sait que c'est souvent très compliqué en photo. Néanmoins, ce que j'ai découvert ce jour-là en termes de récupération des données basses lumières m'a hautement réjoui. Je sais aujourd'hui que le R5 est un véritable atout. C'est un allié lorsque moi-même en tant que photographe je suis mis à l'épreuve et que je réalise des erreurs. Je peux compter sur le R5 et sa plage dynamique pour pouvoir rattraper un petit peu de ces erreurs. Après, lorsqu'on a le temps et le loisir de s'appliquer à réunir les bonnes conditions pour réaliser des clichés portraits, le R5 ne déçoit pas. La combinaison de cette grosse résolution et de cette plage dynamique permet d'exploiter ces idées créatives de manière très qualitative. Et puis, il y a les capacités autofocus de l'appareil en photo notamment. Je pense qu'on pourrait consacrer une vidéo entière juste à l'autofocus. Il y a d'ailleurs des vidéos sur la toile qui circulent, qui y sont consacrées. La révolution apparue il y a quelques années maintenant d'intégrer un autofocus qui reconnaît les yeux des sujets automatiquement dans les appareils, ça a changé beaucoup de choses. On en vient presque à se dire que le photographe et ses aptitudes passent un peu au second plan. C'est vrai que ces machines font un travail remarquable seules. J'avoue que c'est quelque chose qui me chagrinait un peu à titre personnel parce que, en ce qui me concerne, j'ai mis des années à maîtriser plus ou moins la courbe d'apprentissage de l'autofocus et de pouvoir changer ce point de mise au point sur mon capteur d'une main comme ça, être extrêmement réactif en fonction des situations qui m'étaient données, dont le sport d'équipe, le sport rapide, ou l'animalier par exemple. Alors aujourd'hui l'appareil fait une grande partie du boulot seul, néanmoins j'ai très vite compris que les outils à disposition étaient là pour nous rendre meilleurs, nous, en tant que professionnels et amateurs, et pas du tout pour nous couper de la relation que l'on peut entretenir avec le médium ou avec nos clients. Typiquement, je réalisais que la détection de l'œil de manière automatique, qui est une fonction absolument remarquable, ne répondait pas à mes attentes dans tous les cas de figure. Par exemple, lorsqu'il y a plusieurs personnes en même temps dans le champ, l'appareil avait de la peine à savoir vers quel œil je voulais mettre ma mise au point.
Lorsqu'il y a plusieurs personnes dans le champ et que l'appareil est censé passer d'une personne à l'autre, comment fait-il pour deviner les intentions du photographe, n'est-ce pas? Du coup, j'en suis venu à me demander si l'outil était vraiment pour moi et dans quelles conditions l'utiliser. Alors comme je vous ai dit, on pourrait parler des heures et des heures de l'autofocus et c'est pas vraiment le but. Néanmoins, je vous encourage vraiment à aller voir dans les menus de configuration de vos appareils et prendre le soin de bien configurer vos machines comme vous l'entendez et comme vous le souhaitez. Néanmoins, je tenais à vous parler de ma propre recette et de comment j'ai réussi à configurer le R5 pour qu'il corresponde plus ou moins pleinement à ce que je recherchais en termes de gestion de l'autofocus. Pour ça, j'ai radicalement changé ma manière de travailler, j'ai bousculé des habitudes qui sont vieilles de plusieurs années, ce qui n'est jamais facile, pas forcément agréable. J'ai donc cherché à comprendre s'il était possible de combiner les capacités de détection de l'œil avec les fonctionnalités de mise au point plus traditionnelles, le tout sans forcément changer le mode de prise de vue. Et c'est là que j'ai commencé à remettre en question la manière dont je travaille. Depuis des années, j'utilisais le bouton de déclenchement principal pour indiquer le point de mise au point. En effleurant très légèrement le bouton, on va indiquer à l'appareil de faire la mise au point là où le point de mise au point se situe sur le capteur. C'est ainsi que sont réglés la majorité des appareils ou la totalité des appareils par défaut, et je suis certain que vous êtes nombreux ici à l'utiliser de cette manière. De mon côté, j'ai choisi de désactiver complètement cette fonction. Aujourd'hui, mon bouton principal ne sert qu'à déclencher la photo, absolument rien d'autre. J'ai configuré mes boutons sur la partie supérieure droite de l'appareil pour les différents réglages. Tout d'abord, la mise au point manuelle donc. On déplace le carré sur la majorité du capteur. La grosse révolution du mirrorless, on peut enfin aller sélectionner quasiment l'ensemble du capteur pour la mise au point. Ah, quel soulagement avec le R5, merci. Puis, avec un second bouton, je vais affilier la mise au point à la zone que j'ai sélectionnée avec le carré. J'ai donc un contrôle manuel sur la photo. Puis avec un troisième bouton, je peux sélectionner l'option de la détection des yeux de manière simultanée, sans changer de mode. Je bénéficie donc du meilleur des deux mondes, si je peux m'exprimer ainsi, la mise au point manuelle et la détection automatique de l'œil. Alors si ce n'est pas infaillible, dans la majorité des cas, je vous avoue que ça fonctionne relativement bien. Comme vous pouvez le voir dans l'exemple suivant, j'ai donc choisi deux photos absolument au hasard de deux inconnus que j'ai placés à deux endroits distincts dans le cadre. Et je soumets à l'appareil mon choix pour la détection. Alors je considère vraiment ceci comme une révolution, tant dans ma manière d'appréhender le travail, la photographie de manière générale, ou l'appareil et ses fonctionnalités. Alors pour configurer l'appareil de cette manière, je vous encourage à aller découvrir l'un des tutoriels présents sur la toile. Il y en a plusieurs, c'est un procédé un peu fastidieux et j'ai pas forcément envie de consacrer 10 minutes de cette vidéo à cela. Mais je suis certain que vous allez y arriver. Il y a par ailleurs énormément de manières de configurer l'appareil et autant de vidéos qui les définissent et qui les décrivent. Je vous encourage donc vraiment à le faire, à transformer ce boîtier un peu générique en un outil de travail qui correspond vraiment pleinement à ce que vous attendez de lui. Il y a énormément de fonctionnalités que je ne vais même pas mentionner, pas effleurer dans cette vidéo, ce serait simplement trop long. Alors n'hésitez pas à aller fouiller dans les menus, amusez-vous, testez. Encore une fois, la versatilité, c'est vraiment la principale force de ce R5. Pour rester dans la photo et les capacités autofocus de l'appareil, j'ai donc éprouvé le R5 dans des shootings aux situations spécifiques. Des sports rapides, des mouvements brusques, bref, des activités qu'il n'est jamais facile d'illustrer et pour lesquelles on utilise d'habitude des boîtiers professionnels à grosse cadence de déclenchement. Pas nécessairement des monstres de résolution, car ce n'est pas forcément nécessaire. Et parce que souvent, grosse résolution ne rime pas avec grosse cadence de déclenchement. Mais à ce niveau aussi, le R5 fait office de monstre absolu. Avec ses 12 images par seconde, lorsque on utilise un obturateur mécanique, jusqu'à ses 20 images secondes au maximum lorsque l'on utilise un obturateur numérique, le R5 se positionne clairement comme un atout pour le sport ou l'animalier. Alors avant d'aller plus loin sur ce sujet, je fais une toute petite parenthèse au niveau de l'obturateur mécanique, numérique, qu'est-ce que c'est, comment faire. En ce qui me concerne et pour moi, je garde mon obturateur en mode mécanique la majorité du temps, pour ainsi dire même le 99% du temps, c'est que dans des situations extrêmement spécifiques que je le tournerai en numérique pour profiter des 20 images par seconde. Et plutôt que de vous faire des grosses théories scientifiques et de laboratoire pour vous expliquer comment, je vais simplement vous montrer deux exemples de photos qui sont prises avec les mêmes réglages, seulement on change. La première photo est prise avec un obturateur mécanique et la deuxième avec un obturateur numérique. Voilà, je pense que cet exemple sera suffisamment parlant pour que vous puissiez comprendre, sans vous expliquer exactement tous les tenants et les aboutissants. Dans mon travail, je cherche à obtenir encore une forme d'organisme
dans le rendu de mes clichés, et je pense, je l'espère néanmoins, que vous conviendrez comme moi que cette première photo correspond à ce que j'appelle être un rendu organique. La deuxième photo ne correspond pour sa part pas du tout à un rendu que j'estime être naturel, à la hauteur des clichés que je souhaite produire et partager. Ainsi, et comme mentionné, je suis donc cantonné à 12 images par seconde la majeure partie du temps. Je tiens à vous rassurer, 12 images par seconde, c'est déjà largement suffisant, comme vous pouvez par exemple le constater dans cet exemple. Cet exemple est aussi pertinent pour revenir en transition sur l'autofocus qui nous intéresse particulièrement ici. En effet, avec un déplacement du sujet aussi rapide dans l'espace, il était fréquent de voir la mise au point se perdre en chemin sur mes anciens boîtiers. Avec le R5, encore une fois, l'outil est au service du photographe. Même principe ici sur ces clichés de skateboard, l'illustration parfaite de l'image difficile à obtenir, puisque je suis en place, statique, avec mon cadrage défini, et j'attends l'athlète qui entre soudainement dans le cadre à grande vitesse, qui réalise sa figure dans un positionnement qui diffère à chaque fois. On passe d'hors-champ à champ entrant en quelques centièmes, et il est fréquent que les systèmes autofocus des appareils n'arrivent pas à calculer à cette vitesse. Pouf, l'action est passée, la figure est terminée, tout cela est allé trop vite et on se retrouve avec une photo floue à la fin. Alors je ne vais pas vous mentir, ça ne marche pas à chaque fois, ce n'est pas miraculeux, j'ai aussi sorti mon lot de photos floues ou manquées. Mais compte tenu des circonstances, j'ai vraiment trouvé que le R5 s'en sortait vraiment bien. En termes d'autofocus, il surpasse très largement tous les appareils avec lesquels j'ai pu travailler par le passé. Alors il y a une fonctionnalité hyper intéressante pour les photographes animaliers dont je fais modestement partie, c'est la détection de l'œil automatique en autofocus pour les animaux spécifiquement. Alors ce n'est pas une révolution en photo puisque certains boîtiers concurrents en disposent déjà depuis de nombreuses années. Néanmoins, c'est vraiment agréable de pouvoir enfin en bénéficier sur un support de Canon, avec le R5 notamment. Là où c'est une révolution, c'est que le R5 conserve cette fonction de détection automatique de l'œil pour les animaux en vidéo. Et vraiment, il me tarde vraiment de pouvoir aller éprouver ça sur le terrain. Si je vous dis qu'il me tarde d'éprouver ça sur le terrain, c'est tout simplement parce que, et vous en avez peut-être entendu parler depuis une année, nous sommes confrontés à une petite pandémie planétaire qui ralentit un petit peu nos déplacements. Il est vrai que ces dernières années, j'avais pris pour habitude de consacrer certaines de mes vacances et certains de mes voyages à éprouver ma passion pour la photographie animalière. C'est là que je réalisais la majorité de mes clichés. Alors tout cela a été mis entre parenthèses depuis maintenant un peu plus d'une année, mais à la fin du mois de mars, donc plus ou moins au moment où sort cette vidéo, nous allons partir en Éthiopie avec mes camarades pour réaliser des images dans le cadre de notre second documentaire long métrage, Le Dernier Survivant. J'aurai donc très bientôt tout le loisir de tester les capacités de ce R5 et de ses fonctionnalités spécifiques lorsque nous partirons sur les traces du mythique loup d'Abyssinie. Vous trouverez sur le net plus d'infos si vous êtes intéressé sur le projet en entrant simplement Le Dernier Survivant dans votre moteur de recherche préféré. En attendant et en profitant d'un des rares créneaux décidés par nos autorités politiques, je me suis donc rendu dans un parc pour éprouver le R5 avec de l'animalier. De manière générale, j'ai été assez séduit, même si je tiens tout de suite à vous mettre en garde. La détection de l'œil en autofocus ne fonctionne simplement pas sur certaines espèces. Tout ce qui est reptile, par exemple, vous pouvez oublier, rien n'y fait. Il y a certains oiseaux aussi, c'est compliqué. En même temps, vu la diversité du monde animal en termes de taille, de forme, de couleur, c'est tout à fait normal. Et cela nous rappellera aussi au bon souvenir que la photo est aussi une question de savoir-faire, de patience, d'abnégation, de succès et d'échec. Quoi qu'il en soit, pour l'animalier, entre la grosse résolution, l'énorme cadence, la plage dynamique, les basses lumières, voire même les capacités autofocus, de détection de l'œil, etc., le R5 est tout simplement fabuleux. Je le sens, je le sais, et vraiment je me languis de pouvoir l'amener sur le terrain afin d'en exploiter tout le potentiel. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout mentionné encore dans cette vidéo, et qui est un véritable atout également pour la photo, même si c'est à part égale important, je dirais un vrai atout pour la photo et pour la vidéo, c'est le stabilisateur 5 axes intégré qui fait son apparition chez Canon sur le R5 et le R6, et c'est une vraie bonne nouvelle. Jusqu'à présent, Canon avait pris le parti de ne pas intégrer cette IBIS, comme on l'appelle, ce stabilisateur 5 axes intégré. Il intégrait sur le R ou le RP des stabilisateurs numériques de l'image
qui, combinés au stabilisateur des différents objectifs, ceux qui en sont équipés donc, qui devaient amener des résultats, en tout cas aussi probants que les stabilisateurs intégrés. Alors je tiens à vous dire tout de suite, foutaise, pour avoir essayé en long, en large le R et le RP, ainsi que des appareils de marques concurrentes qui étaient équipés de stabilisateurs intégrés. C'est vraiment le jour et la nuit, il n'y a pas de comparaison possible. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un petit rétropédalage chez Canon, on intègre ce stabilisateur intégré dans les boîtiers avec le R5 et le R6, et c'est vraiment tant mieux. Ce stabilisateur donc permet d'éviter les petites séquences de tremblements ou les petites sacanes. Si vous êtes comme moi, avec une tension relativement haute, ou si vous êtes plus apte à sucrer les fraises qu'à prendre des longues pauses en étant stationnaire, vous serez ravi de voir que ce stabilisateur intégré vous permet de bénéficier d'une vitesse de prise de vue inférieure à ce que vous aviez l'habitude auparavant. Alors on peut le dire sans crainte, l'outil est vraiment excellent. Il y a un mode qu'on va dire modéré qui vous permet de continuer à utiliser l'appareil comme si de rien n'était, il est stabilisé. Et puis il y a un mode optimisé qui effectue par contre un petit crop sur votre image, mais qui stabilise vraiment de manière extrêmement prononcée. Si vous avez, je sais pas, des conditions extrêmes avec beaucoup de vent, ou alors si vous devez absolument réaliser une relativement longue pause à main levée et que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Alors selon les exemples que j'ai découverts sur internet et ce qu'annonce le fabricant, il semblerait qu'avec le mode optimisé, on pourrait se permettre de prendre des photos à main levée qui iraient jusqu'à 4 secondes tout en restant net, ce que je considère comme étant un petit miracle. Encore une fois, avec ma tension haute ou l'incapacité que j'ai à rester vraiment très statique longtemps, en ce qui me concerne, 4 secondes, c'est absolument hors de question, mais il est vrai que j'ai réalisé des tests durant lesquels j'ai pris des photos à main levée de 1 seconde jusqu'à 1 seconde, et le rendu de la photo était excellent, la photo était nette, tout simplement fabuleux, absolument inimaginable sans l'intégration de cet outil stabilisé à l'intérieur du boîtier. Donc bravo pour ceci, extrêmement efficace. Alors cette fonctionnalité est également extrêmement utile pour tout ce qui se rapporte à la vidéo évidemment, et on en profite pour transitionner enfin sur une partie vidéo, puisque le Canon EOS R5 et son petit frère le R6, ce sont également des monstres en termes de captation vidéo, et on va en parler. Alors sur le papier, c'est probablement ce qui a fait le plus de bruit lors de l'annonce de la sortie des R5 et R6, principalement du R5 on va dire, lorsque Canon a annoncé les spécifications. C'est ce qui a créé un petit peu ce buzz. La capacité de filmer en 4K à l'interne à 50 images secondes ou à 60 images secondes en NTSC, 120 images secondes en 4K également en NTSC, 100 images secondes en PAL à l'interne en 4K, et surtout la capacité d'intégrer et de filmer en 8K directement à l'interne, en plus de cela en RAW. Wow! Alors ça, c'était du jamais vu, c'est une vraie nouveauté, le net s'est emballé, les gens sont devenus complètement fous, on pouvait envisager de filmer 8K en RAW dans un petit boîtier relativement compact. Voilà. Alors de mon côté, j'étais vraiment enthousiaste, principalement à l'idée de retrouver ce super ralenti, d'avoir 100 ou 120 images secondes en 4K directement dans le boîtier. C'est vrai qu'en ce qui me concerne, je travaille beaucoup avec le ralenti, et c'est vrai que parfois, malheureusement, 50 ou 60 images secondes, c'était pas suffisant, donc d'avoir cette grosse cadence au ralenti, c'était quelque chose qui me réjouissait beaucoup. Par contre, ce qui se rapportait au 8K, honnêtement, en ce qui me concerne, eh bien ça ne m'intéressait pas spécialement, pas trop. On en revient encore une fois à cette fameuse course à la spécification. Il se trouve qu'en 2020, je réfléchissais, je me demandais qui avait besoin de pouvoir diffuser du contenu en 8K, puisque la majorité des gens ne sont même pas équipés forcément en 4K, que ce soit en télévision ou en écran d'ordinateur chez eux. En ce qui me concerne, il m'arrive encore fréquemment de réaliser des tournages et montages vidéo, également au niveau professionnel pour certains clients, en Full HD, en 1080. Et pour parler du RAW, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai même pas considéré. Déjà pour un souci de volume, parce que filmer des images 8K en RAW, il faut déjà avoir un workflow absolument énorme, des machines
ultra puissantes. Mes machines actuellement ont déjà de la peine à gérer du 4K, suivant comment. Donc pour gérer du 8K et du 8K en RAW, il faut des capacités de stockage hallucinantes et des machines qui, à mon sens, n'ont pas encore vu le jour. Donc le 8K RAW, en ce qui me concerne, c'est niet. Néanmoins, la fonctionnalité existe, elle est intégrée dans l'appareil, donc à la limite, pourquoi pas, ça ne gâche rien. Alors à la place de m'étendre encore davantage sur le RAW, sur la 8K, je vous propose de parler un petit peu de ce qui a créé la deuxième vague de buzz en 2020 par rapport au R5, après l'émerveillement qui a suscité l'annonce, l'effroi, la réalité implacable du terrain lors de la sortie concrète du R5 et des premiers tests grandeur nature. La fameuse surchauffe de l'appareil après une utilisation prolongée du R5 dans certains modes les plus élaborés au niveau de la captation vidéo. On a tout lu, tout vu, tout entendu. Énormément d'utilisateurs se sont plaints et c'est parti à nouveau un peu dans tous les sens, du mec qui a pris son appareil pour le mettre dans le frigo pour essayer de le refroidir, au plus chevronné, l'ingénieur qui a développé tout un système de refroidissement hydraulique directement greffé sur l'arrière de son R5. Il a reçu un R5 alors que le monde était en rupture de stock de R5. Moi j'attendais mon R5, j'étais hyper impatient comme nombre d'entre vous j'imagine, qu'ils l'attendent peut-être même encore. Petite pandémie qui est passée par là évidemment. Donc ce mec en Australie je crois reçoit son R5, le démonte complètement, il le dépiote et il commence à lui mettre des câbles avec des refroidisseurs hydrauliques, enfin la folie, mais enfin voilà, c'est vraiment parti dans tous les sens. Qu'en est-il réellement? Quel est mon retour d'expérience à ce niveau-là? Eh bien, je vais vous le dire. Je me suis donc posé beaucoup de questions pendant que j'attendais l'appareil et que j'avais les premiers retours qui m'effraient, qui me faisaient quand même craindre le pire. On en a parlé avec un de mes confrères et amis vidéastes, photographes de talent que j'apprécie beaucoup et qui se reconnaîtra peut-être s'il a réussi à tenir jusque-là dans cette vidéo. Un débat enflammé durant lequel il m'a traité plus ou moins de guignol d'avoir précommandé le R5 le jour de sa sortie. C'était une catastrophe, cet appareil est une blague, absolument inutilisable, etc. Et ci ou ça, j'avoue que ça m'a profondément déplu, le moment venu, c'est le moins que l'on puisse dire. Quoi qu'il en soit, il est vrai qu'il ait fait mention de ces problèmes de surchauffe jusque dans le manuel de l'appareil, je l'avais constaté, donc bon. Alors, je précise que j'ai reçu le R5 au moment où la mise à jour du firmware venait de sortir, je l'ai immédiatement installé dans mon appareil. J'ai également investi dans des accessoires de très haute qualité, la carte C-Fast par exemple, qui est une des plus onéreuses mais visiblement plus efficaces du marché. Je pars du principe que lorsqu'on achète une voiture de course, on lui met du carburant et de l'huile de grande qualité. C'est la même chose pour le R5. Si j'ai dépensé un tel montant substantiel pour acquérir l'appareil, il n'y a pas de raison d'économiser sur la carte mémoire. Reste que à ce jour, et après 6 mois d'utilisation, je n'ai jamais eu de problème de surchauffe. Je n'ai jamais même eu d'indicateur sur l'écran, ce fameux petit icône qui a créé un buzz absolu et qu'on vendait à toutes les sauces. Je n'ai jamais vu cette icône d'avertissement de surchauffe de mon R5. Reste qu'à l'heure actuelle, et en ce qui me concerne, après plus ou moins 6 mois d'utilisation durant lesquels j'ai éprouvé ce R5 à toutes les sauces, je l'ai beaucoup utilisé, beaucoup de tournages vidéo, de photos, 4K 120 images secondes, etc., du 8K. Hormis le RAW en 8K, j'ai vraiment utilisé l'appareil dans toutes les situations possibles. La vidéo même que vous voyez est filmée au R5 en 4K et ça fait 2 heures que je filme parce que j'ai beaucoup de peine pour faire 20 minutes de vidéo à faire ça d'une traite, donc c'est la cata. Ça fait 2 heures que je filme en 4K avec mon R5 et il n'y a absolument aucun symbole de surchauffe actuellement à l'écran. Donc voilà. Est-ce que j'ai un appareil du lundi plutôt que du vendredi ? Est-ce que finalement la mise à jour du firmware combinée avec des accessoires de haute qualité joue un rôle? Est-ce que les gens en ont rajouté? Est-ce que, comme me le crachait au visage l'autre jour un internaute véhément sur un forum, j'ai craqué le code? Je n'en sais rien. Peut-être un mélange de tout cela, hormis la dernière phrase totalement ridicule, puisque je ne suis pas un magicien. Mon R5 est un R5 comme sans doute beaucoup d'autres.
sur le marché. La vérité se situe peut-être un petit peu au milieu. Reste qu'en ce qui me concerne, j'ai jamais eu de problème de surchauffe avec cet appareil et cela me rassure énormément et j'espère que cela vous rassurera également aussi beaucoup. Et afin de vous présenter un petit florilège de ce que cet appareil est capable de faire techniquement parlant en termes de vidéo, je vous ai préparé un petit montage de quelques minutes qui regroupe certains des plans que j'ai réalisés sur mes différents lieux de tournage et qui exploite le potentiel de cet appareil, notamment en termes de ralenti, la plage dynamique avec ce Canon Log intégré que j'ai utilisé sur l'ensemble des tournages que vous allez découvrir. Je vous laisse regarder tout ça, on se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de cette chronique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur les fonctionnalités et les capacités vidéo de cet appareil. J'y ai pris, en ce qui me concerne en tout cas, beaucoup de plaisir. Pour conclure, je vous dirais qu'à titre personnel, je suis donc
totalement sous le charme, séduit par ce que nous propose ce R5 et de manière plus générale par les perspectives qu'on peut envisager avec la marque Canon et cette nouvelle ligne, cette monture R à découvrir donc avec les sorties à l'avenir. Quant à vous, eh bien, si vous hésitez à franchir le cap pour vous procurer ce R5 et que vous venez pourtant de visionner l'intégralité de cette vidéo, je dirais que du coup le R5 n'est probablement pas fait pour vous, ou alors cela veut dire que j'ai très mal fait mon travail, mais disons plutôt que ce n'est pas fait pour vous. Si comme moi, vous cherchez la performance maximale dans le cadre le plus large possible, la polyvalence, cette versatilité de l'appareil hybride, eh bien à ce moment-là, je ne peux que vous recommander de foncer sur ce R5 qui, à ce jour, me comble largement dans mes attentes en tant que photographe et vidéaste. Et bien entendu, si vous avez l'impression que ce R5 est un petit peu trop élaboré pour vous, vous pouvez toujours lorgner sur le petit frère, le R6, qui est lui aussi un véritable appareil semi-professionnel à professionnel de grande qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère avoir pu vous aider d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et tous de très beaux projets et de très belles photos. Ciao!